Ouais, c'est plus de stress que le premier, hein. C'est plus de stress que le premier. Ça fait davantage peur. En fait, le premier, tout est positif. Enfin, t'as peur de rien. Tu signes le contrat, tu regardes pas trop. Tu, tout est du bonus. Et là, le deuxième, bah, déjà, t'es plus attendu. Parce que ce qui compte, c'est de confirmer la première, premier succès, entre guillemets, la première bonne impression, la première bonne tendance avec un livre. Tu peux avoir la chance du débutant, le premier. Mais réussir à faire deux livres qui se vendent bien, c'est un autre effort. C'est comme gagner deux compétitions, quoi. Et ça fait vraiment peur parce qu'il y a, bah, il y a des acteurs qui sont bien en place. Et puis, il y a des attentes de l'éditeur. Quand ton éditeur, il investit sur toi aussi, en termes de temps, financièrement aussi. Des attentes sur que je me mets moi aussi. Donc, il faut arriver à convertir et à confirmer à la qualité du livre, j'espère. Donc après, c'est les lecteurs qui vont me dire. C'est pas de la fiction. Et il nous dit comment on va s'occuper hein, grossièrement de nos finances personnelles. Comment on va comprendre notre rapport à l'argent, le conscientiser en fait. C'est vraiment le livre qui va permettre de conscientiser. Ça, je peux le mettre en titre de la vidéo, tu vois. On va apprendre à conscientiser notre relation à l'argent. Parce que l'argent, on s'en sert tous les jours pour acheter du pain, payer des factures, des loyers, des crédits, etc. Mais souvent, on a du mal à comprendre comment il fonctionne, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on lui en veut, entre guillemets, d'où ça vient. Et du coup, c'est une prise de recul et une analyse sur notre relation à l'argent. Nous, personnellement, français, francophones, mais surtout français, donc avec une analyse sur le rapport à l'argent en France versus les pays plutôt anglo-saxons, d'où vient notre rapport à l'argent, euh, est-ce il y a des influences religieuses, historiques qui ont pu influencer notre rapport à l'argent dans l'inconscient collectif. Et puis après, il y a une méthode, celle que je recommande, donc plutôt commencer par apprendre à épargner, maîtriser notre ego, et puis ensuite comment on va investir. Donc moi, je recommande bien évidemment l'immobilier en premier, puisque c'est l'investissement pour tous. C'est c'est le meilleur remède aux injustices financières, j'allais dire aux injustices sociales, mais il y a un lien entre les deux. Peu importe notre milieu social, j'allais dire nos revenus, c'est pas vrai, parce que quand on gagne plus, on peut emprunter plus, mais en réalité, même si on a des petits revenus et qu'on a une situation qui est stable aux yeux de la banque, on peut emprunter. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient d'un milieu très modeste et qui gagne le SMIC, il peut emprunter pour faire un petit projet immobilier. Alors qu'il ne pourra pas investir dans des startups, sauf alors qu'il pourra plus difficilement avoir l'épargne nécessaire pour investir dans les crypto-monnaies, il pourra plus difficilement avoir une appétence aussi pour investir dans la bourse, parce que même si on peut investir des tout petits montants dans les cryptos et dans la bourse, ou même dans les startups via certains club deals, certaines plateformes qui permettent d'investir des petits tickets, il faut quand même avoir sur le principe une épargne pour pouvoir investir son argent en bourse, dans les cryptos, dans les startups et autres. Mais là où j'aime l'immobilier, c'est que l'immobilier, il permet euh, d'investir avec l'argent de la banque. Donc ça c'est bien parce que même si toi t'as pas d'argent, ou très peu, parce qu'on voit que maintenant les banques forcément de plus en plus exigent d'avoir un apport, mais grossièrement on peut s'enrichir à travers avec l'argent des autres, donc l'argent de la banque. On est au bois de Boulogne là, il fait beau, on est en mars, donc il peut y avoir quelques personnes qui passent derrière nous. Euh, c'est pas l'endroit où il y a des travestis.
Mais donc c'est ça le rapport, c'est ça le livre. C'est comment on se réconcilie avec nos finances personnelles, comment on se réconcilie avec notre rapport à l'argent, comment on affronte nos démons dans les finances personnelles. Et ensuite, une fois qu'on a compris cette psychologie des finances personnelles, cette psychologie de notre argent, on va avoir un plan d'action que je propose. Je suis pas conseiller en gestion de patrimoine, je suis passif, je suis pas banquier privé. C'est pas du tout mon background et c'est pas du tout ma volonté non plus d'ailleurs. Mais c'est plutôt un livre qui va nous remettre, dirons-nous, le bon sens au cœur et qui va nous permettre de réfléchir. C'est une réflexion en fait. C'est vraiment un essai. C'est une réflexion. Il est assez psycho, ce livre. C'est psychologique. C'est ce que je voulais. C'est vraiment le livre que je voulais écrire sur les finances personnelles. Parce que moi, écrire un livre qui est un guide exhaustif sur les finances personnelles en disant on va brosser le portrait de toutes les classes d'actifs, il y a toutes les classes d'actifs sont là, comment vous allez décider là, avec plein de données, etc. C'est pas trop ma vibe, c'est pas trop mon affinité. Les livres, ils sont soit trop théoriques avec toutes les classes d'actifs et ils sont pas assez concrets et inspirants avec des exemples. Ou soit il y a trop d'exemples mais il n'y a pas assez de données, donc j'ai vraiment voulu faire un mix des deux. C'est un livre qui me ressemble après, vous me direz si vous aimez ou pas le livre, après on peut ne pas aimer, mais en tout cas c'est un livre qui me ressemble, qui est un peu dans la continuité d'Investir dans les parkings, sorti en 2022. C'est un livre vraiment super à écrire, stressant sur la fin, mais qui a beaucoup plu et qui continue de plaire, parce qu'il y a des gens qui veulent encore que je fasse des interventions sur ce livre plutôt que sur le nouveau. Donc c'est vraiment, pour le coup, un livre très niché. C'est une force aussi d'être niché, parce qu'au moins t'es vraiment l'expert du domaine et c'est plus concret, quoi. Mais donc là c'est vraiment la continuité, c'est l'ouverture en fait. J'ai commencé à 3 ans à faire un livre très concret sur le parking, et là c'est l'ouverture vers autre chose. On prend plus de hauteur, on est moins les mains dans le cambouis. C'est vraiment une réflexion. Donc un accouchement difficile quand même, difficile à écrire, stressant au moment des préventes, là, juste avant la sortie, parce qu'on a beaucoup d'attentes, beaucoup d'enjeux. J'ai hâte de faire les premiers podcasts, première radio, premiers articles, première conférence, premier plateau. J'ai hâte d'avoir des retours, d'avoir des gens qui apprécient. Tout le monde n'appréciera pas forcément, mais avoir des gens qui apprécient, qui comprennent, et on échange des idées, des points de vue. J'ai hâte vraiment, je suis un peu dans les starting blocks là, et j'ai hâte de rentrer sur le terrain, quoi. J'ai hâte qu'il y ait le coup d'envoi. Donc là, je vais vous dire un peu ce qu'il y a dans le sommaire. Pas tous les points, mais juste que vous ayez un petit avant-goût, et ça peut vous donner envie de le lire aussi. Donc on a toujours un préambule avec moi. J'explique l'état des lieux, je mets en garde le lecteur, ça j'aime beaucoup cette partie-là. Il y a l'introduction, l'objectif avec le livre, pourquoi je l'ai écrit, toutes les idées reçues qu'on a par rapport à l'argent, le fait d'avoir de l'argent au démarrage ou pas, ça c'est bien. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de finances personnelles, mais qui viennent de milieux bourgeois, qui ont de l'argent, qui ont des études prestigieuses, donc qui ont une situation qui est forcément propice au fait de parler de finances personnelles. Mais on a trop peu de gens qui parlent de finances personnelles et qui ont eu des parcours plus en dents de scie, plus atypiques. C'est plus rare et c'est dommage. Donc là, je vais redonner un peu d'espoir aux gens qui n'ont pas d'argent, en leur disant le fait de s'intéresser à vos finances perso et surtout à les faire croître, c'est pas du tout lié à un statut social ou un milieu social. La première étape, on va découvrir le rapport à l'argent, l'ambiguïté du rapport à l'argent. Donc pourquoi c'est urgent? En quoi c'est une problématique qui est hyper ancienne? Ça, je l'ai pas vu dans d'autres livres sur le sujet. D'où vient cette problématique? Le fait de maîtriser ensuite ses achats compulsifs. Le fait que ce soit pas le fruit du hasard ou d'un déterminisme social.
ce que je disais précédemment finalement. Ensuite, on va utiliser le salariat comme un levier pour emprunter, vous allez le voir. L'argent, c'est pas une fin en soi aussi. D'où vient notre rapport ambigu à l'argent? L'argent, enseigné à l'école ou pas, vous verrez qu'il y a pas mal de carences. L'héritage, un facteur déterminant d'inégalité sociale et patrimoniale. Le fait que l'argent, c'est un levier d'émancipation. Effectivement, ça permet de sortir de sa condition. Je parlais des femmes et du rapport à l'argent aussi. Quoi, il y a un mariage ou quoi ici? Ils sont bizarres les gens parfois ici. Et ensuite, on aura, juste avant, il y a différence entre paraître riche et être riche. Donc ça, c'est hyper important. Parce que vous le verrez dans le bouquin, il y a vraiment une grosse dominante sur le fait de comprendre que souvent, on a des décisions financières qui sont le fruit de nos émotions et qui sont très dangereuses puisqu'elles nous font faire beaucoup de conneries parce qu'on veut impressionner l'autre, on veut avoir de la reconnaissance. On achète beaucoup par rapport au regard des autres et ça, c'est un gros problème. Et regardez autour de vous, tous les gens qui s'enrichissent bien, c'est des gens qui s'en foutent complètement. Ils sont pas du tout dans ces considérations. Et ceux qui veulent impressionner par la dernière paire de sneakers, Yeezy à la mode, le dernier truc, le dernier machin, c'est un peu plus compliqué de mettre de côté. Ensuite, en deuxième étape, il y a la feuille de route. Donc là, on va rentrer dans le concret. Toujours apprendre à se connaître. Les décisions financières sont le fruit de nos émotions. Se fixer un objectif. C'est bien de fixer ses valeurs aussi avant. Passer de la gratification immédiate à différer. Effectivement, il vaut mieux se contraindre aujourd'hui pour pouvoir avoir de l'argent demain. Ensuite, on va établir un rétro-planning. On va se récompenser à chaque jalon éteint. On va développer son état d'esprit. Et il y a une différence entre s'enrichir et le rester. Troisième étape, on se lance. La méthode que je vous recommande, je vous invite à lire le livre pour la découvrir. Continuez dans sa méthode. Restez prudent. Continuez à développer sa culture financière. Et un point important qui fera certainement l'objet d'un autre livre dédié, négocier comme un pro. Vous savez peut-être, mais j'ai été commercial pendant 12 années au sein de... je vais vous dire combien d'entreprises. Il y a eu les photocopieurs, il y a eu le bio, le bijou, les galeries, Aquati Parma, la société de conseil en informatique, Technologie. 7. Au total, entre mes CDI et mon alternance, 7 entreprises. Donc, j'ai quand même un peu de recul sur la négo. J'ai appris à négocier en B2B, donc avec les pros, entre professionnels, et aussi en B2C, donc entre pros et particuliers, notamment chez Technogym dans le fitness, à la fin, les 4 dernières années, entre 2018 et 2022. Donc, quatrième étape, commencez par investir dans l'immobilier. Donc voilà, plutôt qu'un guide qui va vous dire, vous avez ça, et choisissez. Moi, je recommande clairement de commencer par l'immobilier. Voilà, c'est un parti pris, attention. C'est vraiment mon parti pris, ma conviction. Donc on va comprendre l'effet de levier bancaire, on va parler de l'immo d'habitation, l'immobilier commercial, les parkings que je connais bien, les SCPI et les erreurs à ne pas commettre. Ensuite, une fois qu'on a compris l'IMO, qu'on a peut-être démarré dans l'IMO, on va parler des investissements financiers, bourse crypto, start-up, fonds d'investissement et investissement exotique. L'investissement exotique, ça va être l'investissement dans les montres, dans le vin par exemple, ou autre. Monétiser votre créativité, donc ça c'est un point que j'ai voulu apporter puisque je le fais. Tout ce que je raconte, je le vis. C'est un levier d'émancipation. Et pour moi, dans un livre sur les finances personnelles, c'est vraiment important de parler
de la création de contenu, parce qu'aujourd'hui, en 2025, c'est omniprésent. Il y a de plus en plus de créateurs, il y a de plus en plus de gens qui créent des contenus sur les réseaux sociaux. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, ça c'est un autre débat, mais c'est un point important qui doit être abordé, je trouve, dans le cadre d'un livre sur les finances personnelles, comme d'un livre sur les revenus passifs. Au départ, le livre, ça devait être un livre sur les revenus passifs, et finalement, on a fait un livre sur les finances personnelles, donc un peu plus large, et je préfère. Mais du coup, c'est important de l'aborder, et puis je le vis aussi avec YouTube, quoi. J'ai toujours fait du YouTube, et Tocante, la chaîne de montre, qui est une des chaînes que j'ai, hein, j'en ai d'autres, mais qui génère de l'argent. Donc création de contenu sur les réseaux sociaux, l'influence. Qu'est-ce que l'influence? Aujourd'hui, je suis ambassadeur de YesPark. YesPark, c'est une société. Ah, il y a un petit chien qui est juste là, il est trop mignon. Léon, laisse-nous faire la vidéo. Aujourd'hui, l'influence, ça fonctionne. Alors, c'est une mauvaise image, l'influence. Influenceur, on pense à Dubaï, on pense à toutes les dérives, tout ce qu'on entend. Il n'y a rien de tout ça ici. C'est l'influence. C'est quand tu es expert dans un domaine, tu es expert ou pas, quand tu as la visibilité ou de l'influence dans un domaine, tu peux prescrire. Et donc, je suis ambassadeur pour YesPark. Une entreprise, ils sont un peu moins de 100 personnes à Paris. C'est une société qui a une dizaine d'années. Et ils gèrent des parkings qui mettent en location pour des professionnels, mais aussi pour des particuliers. Donc je suis leur ambassadeur, leur premier ambassadeur, plutôt sur la partie des particuliers. Donc là, je suis purement dans l'influence avec YesPark. On fait un travail assez intéressant ensemble, justement pour évangéliser le parking auprès du particulier, lui donner des outils pertinents, pouvoir répondre vraiment à ses problématiques et l'aider à délayer complètement la gestion locative de son ou ses parkings pour qu'il puisse penser à autre chose. C'est ça le but d'investir dans des parkings. Donc là, avec YesPark, on est purement dans l'influence. Donc ça, j'en parle et je cite aussi l'expérience justement de YesPark et de Tocante dans le livre. On a l'affiliation aussi que je fais dans les montres. On a l'infoprenariat, donc c'est quoi? C'est la vente de produits en ligne. Donc là, je parle de vente de formation parce que c'est ce qui m'a concerné. On va parler aussi du business en ligne, ça c'est important. Ça souffre pas d'une bonne image, mais c'est important pour moi d'évoquer à la fois l'expérience que j'ai eue, plus ou moins positive, parce qu'il y a eu plein de galères dans cette expérience d'infoprenariat. Je la recommande pas forcément, mais du coup je voulais un peu raconter les galères que j'ai pu rencontrer, en quoi ça peut être bien pour certains, etc. Ensuite, il y a un point important aussi que je connais bien en tant que commercial, c'est la monétisation de son réseau à travers l'apport d'affaires. Moi, j'ai été apporteur d'affaires. Quand je bossais chez Technogym pour vendre des salles de sport, des machines de sport ou des salles de sport complètes à des millionnaires, milliardaires, multimilliardaires, jusqu'aux grandes fortunes françaises qu'on connaît tous, tu te doutes bien que je les trouvais pas dans les pages jaunes, sur LinkedIn ou en porte-à-porte, quoi. C'était par un réseau de prescripteurs que j'arrivais à atteindre ces gens-là. Et les prescripteurs, ça allait être les coachs sportifs des palaces, les architectes d'intérieur hyper haut de gamme qui font leur villa, leur hôtel particulier, etc. Donc ça, l'apport d'affaires, c'est très important. Et du coup, j'allais voir les archis d'intérieur. J'étais plutôt à Paris, donc 16e, le 7e, etc. S'ils me donnaient une affaire, je pouvais leur rétribuer une commission. Il y en a qui s'en foutent, mais ça, c'est la partie apport d'affaires. Et c'est important d'en parler parce qu'on peut, quand on a une bonne expérience et du réseau, c'est plutôt pour les gens confirmés, qui ont de la bouteille, mais on peut monétiser ça. Ça, c'est un bon plan. Ensuite, l'étape 7, ça va être l'après. Continuer de vous épanouir une fois qu'on a investi dans l'immobilier, qu'on a investi un peu dans les produits financiers, qu'on monétise son réseau, qu'on crée du contenu si on a envie de le faire, c'est pas une obligation. Et on continue de s'épanouir. Donc liberté partielle ou totale, ça veut dire quoi? C'est est-ce qu'on est totalement libre financièrement, ou alors on met du beurre dans les épinards et on garde son job. La vraie richesse ne se limite pas à l'argent, et heureusement, bien évidemment. Donc ça, c'est important de philosopher un peu là-dessus. Une fois la liberté à attendre, toujours dans le même dessin.
un avenir plein de possibilités. Effectivement, ça ouvre énormément d'opportunités. Moi, j'ai complètement changé de vie en mi-2022. J'ai arrêté d'être commercial, je gagnais bien ma vie et j'ai écrit mon bouquin. J'ai lancé un bootcamp sur les parkings. J'ai pris du temps pour moi. J'ai refait beaucoup de sport. J'ai refait de la création de contenu. J'ai refait un livre. Je vais en refaire d'autres. Moi, j'ai investi dans 11 startups aussi. Euh, voilà, 11 startups. Il y a quoi? Je sais pas si vous en connaissez certaines, mais il va y avoir, si vous êtes à Paris, il y a les boulangeries Tranchées. Il y a l'enseigne de resto marocaine Choukran. Il y a Bonne Table. Il y a Adela, resto de pâtes dans le 10e. Après, dans la fintech, il y a une appli qui s'appelle Wellscom. Ils sont très bons. Cyprien est très fort. Il y a Sésame. Il y a des toutes petites participations aussi via des clubs deals dans Com, dans le Crayon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bonne Table, Com, le Crayon, Adela, Wellscom, Cibeli, c'est un CRM, Sésame, c'est des box connectées, Choukran, Campus Phone, c'est un fonds d'investissement pour les jeunes diplômés. 12.5 aussi. C'est des parkings et tranchées. Donc ça fait, si je compte bien, 11 participations. Donc j'ai pas chômé. Même si je suis pas opérationnel, mais ça a été du boulot quand même de les trouver, d'avancer avec eux et ça m'a ouvert plein de portes aussi. Alors boucler la boucle en revenant aux choses simples, on revient à notre sommaire. Hein. L'objectif c'est de revenir à des choses simples, c'est ça. Hein. Début, t'as besoin de reconnaissance, t'es ambitieux, tu veux tout casser, tout conquérir. Il y a plein de gens qui sont ça, surtout à la trentaine. Je crois entre 25 et 35. Ouais, grosso modo, j'irais 25, 35. Qu'avant 25, tu sors des études, t'es un peu à l'ouest, quoi. Mais entre 25 et 35, quand vraiment tu rentres dans le dur, t'as une soif de conquête, du monde corporel, de gravir les échelons, etc. Puis après, je trouve qu'au-delà de 35, 40 parfois, ou plus, ou ça, des gens, ça n'arrive jamais, t'as envie d'autre chose, quoi. T'as envie de, me concernant, de revenir aux choses simples. Et, le meilleur exemple, ça a été l'été dernier, mais c'est tous les étés. J'aime bien passer un mois dans le sud. Et, tu vois, là, je me suis acheté un VTT, en carbone d'occasion, pas très cher, mais c'était le vélo que je rêvais, un genre de vélo que je rêvais d'avoir il y a 15 ans quand je faisais du VTT ici au bois de Boulogne, vers 2007, 2008, 2009, 2010, donc il y a plus de 15 ans maintenant. Et là, j'ai pu me l'acheter. Alors, j'ai pas payé cher parce qu'il a 13 ans, quoi. C'est un modèle qui était un peu ancien. Et du coup, j'ai pu me payer ce vélo. Et j'étais le plus simple possible. Pas de bijoux, pas de montre, pas de portefeuille, juste mon téléphone. Des Havaianas. Je suis un fan du Brésil où je suis allé en 2007. Donc Havaianas, short de surf, maillot de bain Havaianas, t-shirt ou hoodie, le sac à dos avec dedans le kimono de Jiu-Jitsu et puis quoi d'autre, puis c'est tout, quoi. Un pain bagna, une petite canette de Perrier ou de Liptonic et je pars, je fais mon entraînement du midi au sport, au Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, c'est pas uniquement un sport, c'est vraiment une philosophie de vie pour le coup. Ensuite, l'après-midi, je vais me baigner, je vais faire un peu des étirements sur la plage, un peu de yoga, etc. J'écoute un podcast un peu inspirant, souvent anglo-saxon, qui parle d'entrepreneurs. Il y avait beaucoup de David Goggins dans mes oreilles ou des gens comme ça, ou des podcasts de l'ancien Navy Seal ou des interviews de Joe Rogan, etc. Donc, je suis plus là-dedans. Et après, je prends le soleil, je me baigne, et retour entraînement parfois. Et puis entre-temps, je vais m'acheter de l'açaï congelé chez Picard ou un petit pain bagna, encore une fois. Voilà, c'est une vie qui coûte rien, qui est simple, qui est une vie, qui a un lifestyle brésilien, quoi. Et ça me rend beaucoup plus heureux que d'aller en boîte, d'aller dans tous les clubs parisiens hautains, pompeux, fancy, avec des cocktails où tout le monde est obligé de bien se fringuer, les gens se piffrent pas,
dans des milieux où les gens sont toujours très agréables mais très focus, c'est-à-dire qu'ils vont jamais frontalement te dire les choses, mais dès que tu tournes les talons, ils te critiquent. Enfin voilà, c'est un univers moi, que je déteste, c'est pour ça que je me plais pas beaucoup à Paris, que j'ai envie de partir. Et revenir aux choses simples, pour moi, c'est ça. C'est quitter en fait ce monde des faux semblants. Tu vois, moi me concernant, bon, des startups, il y a plein de trucs qui va pas. L'infoprenariat, les startups, la vie parisienne, les petits milieux, etc. auxquels j'ai jamais eu d'acquaintance d'ailleurs, mais je les ai côtoyés quand même. Euh, et, et revenir à des choses simples, ça peut être faire un voyage au bout du monde, ça peut être aller en Bretagne, ça peut être aller dans le sud, ça peut être aller dans le centre de la France à la campagne, ça peut être, enfin, peu importe, on s'en fiche. Mais c'est vraiment revenir à des choses essentielles. C'est quoi les choses essentielles? C'est le bien-être mental, le bien-être physique, donc bien manger, bien dormir, avoir des pensées positives, euh, être sain en fait, sain de corps et d'esprit, et ça c'est hyper important. Et c'est un truc auquel tu penses pas à 25-30 ans, quand t'es à fond dans la course, dans Paris, dans cette espèce de vie complètement dans la course quoi, foire d'emploi, une course de rat race, peu importe comment on l'appelle. Bah ça, moi je l'ai quitté. Il y a plein de gens aussi qui l'ont quitté. Il y a des gens qui ont jamais été dans cette course, mais il y a plein de gens aussi comme moi, et c'est à eux que je m'adresse, qui sont dans cette espèce de course. Moi j'avais envie de rentrer dans des grandes boîtes, d'aller conquérir. Donc tu vois, je suis rentré au groupe de la Galerie Lafayette à Haussmann. Puis j'étais sur la partie haute horlogerie, haute joaillerie. On faisait parfois 1 million d'euros de chiffre d'affaires par jour. Donc c'était vraiment la cocotte minute, le bateau qui a rapporté le plus d'argent sur le secteur le plus important. J'avais l'arrogance de rentrer chez l'orgueil, vouloir rentrer dans le groupe LVMH. Je suis rentré après 7 entretiens d'embauche chez Aquati Parma. Ça n'a pas duré longtemps parce que je m'entendais pas avec le boss. Mais j'ai réussi. En fait, c'est sur cette conquête, tu vois. J'ai fait 7 entretiens, j'ai eu le poste. C'est compliqué d'avoir ce poste-là. Euh, et là, maintenant, je reviens à des choses simples. Et ça, je trouve que c'est important de faire ce switch pour le bonheur. Parce que le but, c'est d'être heureux, enfin, in fine. Ensuite, selon moi, ça c'est ma théorie, mais on peut être heureux vraiment quand on est dans l'accomplissement personnel. Ça peut être fonder une famille, retransmettre, réussir son entreprise, réussir son couple, peu importe. Mais je trouve qu'il faut s'accomplir. Il faut s'accomplir pour pouvoir être heureux. Et ensuite, retransmettre en guise d'aboutissement. Pour moi, le but, c'est ce que je fais en ce moment. C'est dans la pyramide de Maslow, hein, si on la regarde, c'est de retransmettre. À travers un livre, à travers des vidéos, à travers des formations, si on a envie. Il faut le faire quand même de manière assez altruiste, mais bon, on a besoin de gagner notre vie, mais vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi, le livre, c'est un outil qui peut être un peu désuet, un peu old school. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui lisent pas. Des gens me disaient, le livre, tu penses que ça marche encore avec la nouvelle génération où il y a les écrans? Mais je trouve que le livre, c'est un bel outil pour retransmettre, parce que tu jettes en fait, ma vision, c'est ça, c'est de jeter des bouteilles à la mer, tu vois. Les livres, ils sont sur les étagères des Fnac, des Cultura, et autres librairies, et c'est une bouteille à la mer. T'as quelqu'un qui tombe dessus, qui l'achète, et ça peut changer potentiellement sa vie. Donc j'aime beaucoup l'image en fait de ce process et cette philosophie. Donc pour moi, retransmettre, c'est vraiment aujourd'hui ma priorité. Apprendre aussi encore des autres, des gens plus avancés que moi ou qui ont une vision différente. Mais la retransmission de mon expérience de presque 40 ans, hein, j'ai 39 ans le 17 avril, je suis dans le 86. Si les gens pensent que je fais moins, j'ai 39 ans. Donc c'est presque 40 ans, j'ai envie de retransmettre par bribes des choses à des gens à qui ça va servir. Et j'ai la même philosophie avec les gens plus âgés. J'ai le respect des aînés, mais tu vois, quelqu'un qui a 80 ans, toute la journée, j'ai envie de l'écouter comme ça, quoi. Je bois ses paroles, et pour moi, c'est ça le sens de la vie, quoi. C'est vraiment la retransmission. Ensuite, on a l'épilogue. Donc c'est la conclusion, c'est un mot un peu plus pompeux, un peu plus littéraire pour dire conclusion. Il y a le prologue et l'épilogue, j'aurais pu appeler prologue au début. Il y a les concepts que je développe aussi. Tous les syndromes du perfectionniste, etc. Enfin tout ce que j'ai un peu conceptualisé. Il y a quelques trucs assez marrants. Et puis ensuite il y a la partie des remerciements. Parce qu'il y a 2 contributeurs dans le livre, qu'on écrit 2-3 petits passages. Le livre, je l'ai écrit tout seul, mais il y a 2 contributeurs qui ont enrichi surtout la partie start-up parce qu'ils ont une belle expérience, donc c'est complémentaire. Voilà le menu du livre, voilà l'état des lieux. On est à date, je vais mettre cette vidéo sans trop de montage. On est le dimanche 16 mars.
entre Neuilly et le 16e, en plein bois de Boulogne. Donc j'ai peur, bien sûr que j'ai peur. Bien sûr que je vous dis à chaud les choses, que je me dis est-ce que ça va marcher. Ce livre il doit marcher parce que j'en ai d'autres à sortir derrière. Voilà, j'ai une stratégie où j'aimerais écrire un bouquin tous les 1 an ou 1 an et demi. C'est vraiment ça la vision. Moi, je me mets dans la peau d'un artiste, hein. Quand t'es fan d'un artiste, tu vas sur Spotify, tu t'abonnes à lui, et tu vois que tous les ans, ou tous les 2 ans, ou parfois moins de tous les ans, mais bon, moins de tous les ans, c'est beaucoup, bah, il sort un album. Et il sort un album, une mixtape, un EP, tu l'appelles comme tu veux, mais moi, c'est la même vision, mais dans le livre, à travers le livre. C'est pas de la musique que je fais, c'est des livres, c'est les mots, c'est l'écriture. Euh, mais j'ai cette même démarche. Donc c'est pas du tout un livre au service d'un business. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sortent un livre parce que ça va leur donner une preuve sociale, ça va être un tunnel de vente pour de l'acquisition aussi, pour avoir des clients. Moi, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une démarche beaucoup plus philosophique, beaucoup plus artistique et beaucoup plus créative. C'est pas du tout un produit marketing en fait, le livre. Après, si ça rejaillit sur du business, si ça m'apporte des opportunités, etc., je ne peux pas cracher dessus. Mais je suis vraiment passionné par ça. Vraiment passionné par ça. Comme quand j'étais dans ma chambre à Angers en 2002-2003 et je lisais des bouquins de philo. Ça me transcendait, quoi. Et donc, je suis vraiment passionné par ça. Voilà, donnez-moi beaucoup de force. Je suis quand même assez flippé là en ce moment, mais ça va le faire. Euh, je pense que pour arriver à atteindre mes objectifs de vente, il va falloir créer beaucoup de contenu, interagir, avoir un super boulot d'attaché de presse qui nous aide avec Errol sur le lancement du livre. Mais je pense que créer du contenu, à la fois sur mon compte principal, euh, comme j'ai pu le faire aussi beaucoup avec les parkings, mais là pas seulement du coup, créer du contenu aussi sur les montres, créer du contenu peut-être sur le JJB aussi avec ma chaîne qui est dédiée, qui est un peu en sommeil. Créer du contenu à Cannes aussi, parce que j'ai beaucoup créé de contenu à Cannes pendant le festival du film. Bref, je pense qu'il faut arriver à avoir une routine de création de contenu efficace. Après, je suis seul, donc seul dans toute cette création, donc c'est pas évident d'être au four et au moulin. On va peut-être un peu moins que quand on est associé, mais on a quand même beaucoup moins de problèmes souvent. Pour m'être fait avoir quand même 2-3 fois sur des trucs dont c'est pas le sujet de développer aujourd'hui, c'est vrai que je fais attention et je trouve qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même, donc je préfère maîtriser ce que je fais, quitte à déléguer à des freelances, mais je préfère être aligné, qu'il y a une vraie cohérence dans ce que je fais, qu'il n'y ait pas un associé qui me dit on devrait faire ci, faire ça. C'est ma vision et j'espère que vous la partagez, j'espère que vous la comprenez, qu'elle vous apporte des choses et toujours ok pour avancer ensemble. Suivez-moi sur les réseaux et je vous dis le 24 avril dans les kiosques, dans toutes les librairies. Il faudra être présent et j'ai vraiment hâte d'une chose, c'est d'avoir les retours des lecteurs. Ça, c'est un truc auquel je pense tous les jours, à plus d'1 mois de la sortie. Merci pour votre fidélité. Salut.